Attends, on va juste recommencer parce que le... Ouais, William, peux-tu t'assurer de ne pas faire du motocross, s'il vous plaît? Ce serait bien gentil. Non, faut que tu le pousses. OK, bye. L'adolescence. Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on reçoit M. Urs Studhalter, qui est agent de développement pour Environize pour le territoire du Québec. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Bonjour. Bon, Monsieur Studhalter, merci de nous recevoir. Vous êtes parti de la Suisse au courant des années 90 pour vous en venir ici. Qu'est-ce qui vous a amené au Québec? En fait, on est arrivé ici en fin 95. OK. C'était un projet familial. On fait une partie avec, on est parti avec mon frère, mes parents, s'établir ici. Bien sûr, au préalable, c'est l'agriculture qui nous a attirés ici. On voyait plus d'opportunités, plus facilité de se développer dans l'agriculture versus ce qu'on avait en Europe avant en Suisse. Là. Mm-hmm. Les grandes étendues, dans le fond. C'est un peu pour ça que vous avez choisi le centre du Québec. Pour ça, puis nos parents, ça leur tenait à cœur de pouvoir donner la possibilité de s'établir à plusieurs de leurs enfants sur une terre. Fait que ce qui ont pleinement réussi. Il y a mon frère puis moi ici, puis j'ai un autre frère avec sa famille qui reste dans le bout de Rivière-Outaouais, dans l'endroit de Shawil. OK. Puis est-ce que vous êtes arrivé directement à Saint-Albert ou ça s'est fait graduellement? Non, directement? À Saint-Albert. C'était ça notre coup de cœur. Ah oui? Ouais, de toutes les régions. Fait que je pense qu'on a bien frappé, on est bien entouré. C'était une belle région là. Mm-hmm. Puis là, vous êtes ici à la ferme Irma. Vous avez quand même un bon cheptel. Vous produisez du lait, entre autres. Exact. Est-ce que c'est une tradition familiale? Parce que la production fromagère, ou du moins la production laitière, est quand même assez réputée et répandue en Suisse. Oui, exact. C'est quand même de plusieurs générations aussi qu'on est producteur laitier de notre famille. Mm-hmm. Puis, c'est sûr, on n'a pas touché la transformation, fait qu'on est plus concentré sur la production qui se transmet de génération en génération. Puis est-ce que, donc, vous êtes ici à la ferme Irma, puis comment est-ce que ça a commencé? Qui est Irma? Qui est Irma? Irma, le nom d'Irma, ça vient aussi, c'est le nom de ma sœur. OK. Fait que c'est en honneur de ma sœur que nous autres, on avait choisi cette identité-là, si on veut dire. On l'adore, hein? On peut dire. C'est ma seule sœur aussi, fait que je n'ai pas d'autre. Fait que c'est en honneur d'elle qu'on a choisi le nom. Fait que ça partit ici. On avait un cheptel, c'est sûr, plus petit qu'on est rendu aujourd'hui. On avait commencé avec 45 vaches. OK. Avec une centaine d'hectares. Fait que tout ça, graduellement, ça s'est développé. Moi puis mon frère André, on a amené l'entreprise où elle est aujourd'hui avec un plus grand cheptel. Plus de terre également aussi, mais tout ça, ça a aussi permis à donner plusieurs postes de travail à du monde régional. Je pense que ce qui est important aussi à souligner, ce côté-là. Mm-hmm. Puis là, vous êtes rendu, c'est quoi la dimension à peu près de votre exploitation? Présentement, on cultive un peu plus que 500 hectares. Okay. On a globalement tout loin de 600 têtes. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Mm-hmm. Puis principalement toujours concentré sur la production laitière. Il y a quelque temps, vous avez souligné la difficulté de trouver une main-d'œuvre qualifiée ici en agriculture. Puis vous êtes tourné vers des gens moins expérimentés. Comment est-ce que ça a fonctionné pour vous, cette expérience-là? Oui, on a toujours encore du personnel avec moins d'expérience en temps partiel. Mm-hmm. On avait quelques postes qui étaient comblés par ces gens-là, mais aux longues, il était très, comment je dirais ça, il était très flexible pour s'ajuster
mais ils ont découvert à longue bataille qu'ils ne se voyaient pas nécessairement dans le domaine. OK. On avait quand même donné l'opportunité à quelques personnes de pouvoir l'essayer. Mhm. Somme toute, pour nous autres, c'est très enrichissant parce que ces gens-là, ils voient notre métier d'une autre manière un peu, puis ça peut amener des points très bénéfiques aussi à l'entreprise et ainsi de suite. Mais souvent, c'est un choix plus familial ou un choix de carrière qui les ont fait. C'est pas l'emplacement, c'est pas le... comment je dirais ça? C'est pas les lieux de travail qui les a pas plu. C'est juste, ils se sont redirigés vers autre chose. Là. Ouais. Ça leur a permis un petit pas de recul, Ouais. de voir autre chose, d'avoir une nouvelle expérience. Exact. Ces champs-là. Fait que je pense que ça a bien fait le pont jusqu'à ce que là, on a déniché d'autres personnes Mhm. plus spécialisées un peu. J'ai aussi des jeunes qui ont terminé leurs études, fait qu'ils se sont installés en permanence chez nous aussi. Fait que c'est... on essaye d'avoir une équipe assez stable, mais c'est toujours un défi pareil là, pour de l'agriculture. Là. Ouais. Donc, vous estimez qu'il y a encore un certain problème de dénicher de la main-d'œuvre en milieu rural? Ouais, mais c'est ça. Présentement, avec l'entreprise qu'on a, j'ai moins ce sentiment-là. OK. Certaines tâches, on ne s'en cache pas, c'est des tâches un peu plus standards ou répétitives. On les a données plus à forfait à des travailleurs étrangers. Ça permet aux gens locaux d'avoir des tâches un peu plus diversifiées puis un peu plus valorisantes, si je peux dire ça. Puis je veux pas négliger les gens les travailleurs étrangers, ils font un excellent travail puis sont très dévoués aussi. Là. Fait que je pense, somme toute, ça fait une belle combinée. Mhm. Aujourd'hui, je suis prêt à dire que c'est une beau recette. Tout le monde est gagnant là-dedans. On rend des gens heureux ici ou oui, ailleurs aussi. Là. Ouais. L'an passé, vous vous êtes adjoint plusieurs producteurs et vous avez fondé la coop Agri-Énergie de Warwick. Comment est-ce qu'il est né ce projet-là? Ce projet-là, ça fait déjà 2 ans, ou en tout cas, si je ne me trompe pas, proche de 2 ans que c'est sur la table. OK. C'était né parce que c'était c'était promouvu par Coop Carbone, OK. qui est une coopérative aussi à but non lucratif, qui avait le mandat ou qui a trouvé le mandat de pouvoir développer ce créneau-là. Puis le but est très simple, c'est de créer une synergie de marché proximité avec la coop pour valoriser des ressources énergétiques qui seraient non gaspillées, si on veut, ou pas mises en l'avant-plan. Ouais. Ce qui était, nous autres, on était approchés par Coop Carbone, des producteurs régionaux, tout en respectant l'ACRITA, qui était l'ACRITA de proximité, puis la taille de l'entreprise également, pour pouvoir participer dans ce beau projet de biométhanisation. Mhm. Parce que, donc, pour résumer, vous, à partir de fumier, de lisier, donc de matière organique, vous produisez du biométhane, du gaz naturel. Oui, c'est quand renouvelable. Même renouvelable, voilà. Donc, c'est une ressource qui est quand même abondante, facilement renouvelable. C'est à se demander pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt de faire de l'énergie à partir de ces matières-là? C'est quand même c'est une très bonne question. Pourquoi on n'a pas pensé plus tôt? C'est une technologie qui ça fait déjà plusieurs années ou des dizaines d'années que c'était répandu en Europe. Mhm. Les preuves sont faites. Ce qui, à cette heure, ça nous... Comment je dirais ça? Dans ce domaine-là, ce que moi je juge, c'était bien d'attendre un peu, puis laisser d'autres mondes faire un peu les essais-erreurs, puis s'ajuster. Ça nous permet d'avoir plus d'assurance, plus de confiance aussi comme producteur envers ce projet-là, parce qu'on s'en cache pas, c'est quand même plusieurs millions qui vont être investis là-dedans. Il y a toujours des risques qui viennent quand même avec ça. Mais aujourd'hui, je peux statuer, c'est beaucoup moindre parce qu'on a beaucoup plus d'expertise mondialement qui a été faite de ce côté-là. Ouais. Fait que c'est une belle valeur ajoutée. On a quand même encore quelques embûches à soulever, c'est sûr. Notre principale préoccupation est toujours diminuer les émissions au niveau de transport, tout ça. Parce que, comme vous savez, quand on fait
une centrale de biométhanisation unique avec approvisionnement autour, mais il y a du transport qui est impliqué là-dedans. Ouais. Fait qu'on travaille très fort ce côté-là avec l'équipe de Coop Carbone. Il y a un projet d'études qui est mis en place aussi pour diminuer justement le transport des matières. Mm-hmm. Fait que ça va dire extraire l'eau pour avoir des concentrés. Fait que ça, c'est comme, comment je dirais ça, je vois ça le but ultime de ce projet-là. De réduire l'empreinte au minimum. Là. Exact, au minimum. Oui. Parce que ça reste une matière beaucoup moins polluante que combustible fossile, là, que de l'extraction, que tout ça. Là. Oui, ça implique beaucoup moins. Puis on récupère déjà des matières qui sont proches. Fait que vous avez bien mentionné tantôt, c'est le lisier. Mais il ne faut pas oublier tous les transformateurs agroalimentaires, il y a aussi des déchets, tout ça, qui vont être valorisés dans cette usine-là. Mm-hmm. Fait que c'est très bénéfique pour la région, aussi au moins du point de vue gestion de matières résiduelles. Ce qu'on veut, c'est très simple. On va créer un effet circulaire pour que, justement, tout le monde puisse bénéficier, mais localement. Oui. Puis c'est de là le but de créer une coop, puis que nous autres, les producteurs, qu'on soit en première instance en lien avec les transformateurs pour justement valoriser ces déchets-là. Mm-hmm. C'est ça, comme vous le dites, c'est des déchets, parce que sinon, ça serait juste jeté. Jeté ou juste disposé autrement, mais sans tirer profit de la méthanisation. C'est ça. Puis les résidus de ça, en plus, ça vous donne du fertilisant. Oui. Fertilisants qui vont diminuer nos achats des fertilisants chimiques si on va bien les identifier. Là. Mm-hmm. Principale préoccupation, c'est toujours tout ça, il faut que ce soit en respect de l'environnement. Fait que tout est suivi à la lettre. Puis ça, je tiens à souligner, c'est primordial pour nous parce que aussi les producteurs, on se tient à cœur. On ne va pas mettre n'importe quelle affaire sur nos terres parce que c'est quelque chose qu'on a en main présentement, qu'on en prend soin, puis on veut que la prochaine génération aussi puisse être fière, puis qu'ils puissent en prendre autant soin. On ne veut pas contaminer une terre parce que X raison, on rentre des produits ou des déchets qui sont contaminés par des X sources-là. Oui, c'est ça. Parce que sinon, ça fait une espèce de cercle vicieux où est-ce qu'on met du produit chimique puis on doit en rajouter d'autres pour annuler les effets du premier produit chimique. Également, non. Le but, c'est pour que les fermes ils deviennent le plus autonomes possible. L'écologie, derrière tout ça, nous tient très à cœur. C'est pour ça que j'ai fait mention aussi tantôt au préalable. Le but principal, c'est vraiment diminuer l'empreinte au minimum pour faire la production du méthane. Fait que ça commence à la ferme, puis ça commence aussi après le processus de biométhanisation. Là. Mm-hmm. Et puis vous, comme vous manquez jamais de projet, vous êtes en plus agent de développement pour Environize. Environize, j'ai un peu découvert ça grâce à vous, parce que vous êtes en train de développer le marché québécois, dans le fond. Vous n'étiez pas tant présent auparavant. Là, ça s'en vient ici au Québec. Oui. Exact. Mais ça fait déjà 5 ans et plus que on the side que je travaille un peu dans ce domaine-là. OK. C'est sûr, là, avec l'histoire de COVID-19, malheureusement, mais ça donnait une autre signification à ce projet-là. Fait qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se sont présentées. Fait qu'on travaille plus pour développer justement le marché. Puis étant plus, on a encore bien constaté que régional ou même au niveau Canada, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont vraiment écologiques ou de sources naturelles. Mm-hmm. Fait que ça nous a projeté plus encore au niveau des demandes qui sont très intéressantes là, envers ce produit-là. Oui. Puis, expliquez-nous donc un peu, c'est quoi le procédé derrière ces produits-là? Vous dites qu'ils sont justement plus de sources plus naturelles que d'autres désinfectants? Exact, mais le procédé est très simple. C'est fait à la base de sel, puis de l'eau, puis de l'électricité. Fait qu'on crée, le terme chimique, c'est l'acide hypochloreux. OK.
Fait que j'ai bien dit acide, mais c'est pas acide comme vous pensez avec un pH à 3, mettons. C'est un pH neutre, fait qu'il est pas agressif pour les vêtements, ni pour les mobiliers, ainsi de suite. Fait que c'est un produit très doux. Puis, simple caractéristique à retenir, c'est près de 100 fois plus puissant que du chlore. OK. Fait que vous avez vraiment l'effet efficace au maximum, sans avoir des effets résiduels, ni de problèmes de résistance. De résistance, De OK. résistance, oui, également. Ça, c'est parce que l'acide hypochloreux, ce que ça fait exploser les cellules. OK. Fait que c'est de là, il n'y a jamais une résistance qui peut se créer. OK. Fait que, comme vous voyez, c'est un produit très intéressant. Nous, dans notre haute entreprise, la ferme, on l'utilise aussi pour assainir l'eau. Mhm. Parce que, veux pas, on a toujours une charge, une pression bactérienne qui vient de partout. Ouais. Depuis déjà plusieurs années, on utilise la même molécule pour assainir l'eau puis rendre l'eau le plus saine possible. Pour ces produits-là, qu'il y a une part d'eau, une part de sel, j'imagine que tout est dans les quantités. Il faut bien savoir quelle quantité utiliser parce que ça semble quand même simple, si on veut, comme solution. De l'eau, du sel, un peu d'électricité, mais pourtant, c'est vraiment éprouvé, puis ça fonctionne. C'est une technologie, si on recule dans le temps, c'est une technologie qui a été développée dans la Deuxième Guerre mondiale. OK. Parce que justement, c'était les Russes, ils avaient besoin un volume une grosse quantité de désinfectants. OK. Fait que c'est là cette technologie s'est développée. Fait qu'au fil des ans, c'était laissé un peu de côté parce que l'équipement que ça prend pour ça était très fragile. OK. Pour la fabrication, vu qu'il faut respecter vraiment les concentrations, comme vous avez dit, de l'eau, sel, électricité, tout ça. Mhm. Fait que ça s'est fine-tuné un peu plus les dernières années pour devenir plus stable, un produit plus uniforme aussi, là. Ouais. Et qu'on puisse commercialiser à grande échelle. Commercialiser, oui, exact, à l'échelle aussi, là. Mhm. Puis, pour ça, vous avez différentes formes, différents produits. Oui, exact. On a différentes concentrations qui sont disponibles pour le marché, parce qu'il y a des marchés, comme présentement, on a des lignes d'autobus qui sont, par exemple, utilisent le produit pour brumifier l'intérieur des autobus. Fait que c'est un produit qui est moins concentré, qui est moins agressif au niveau des matériaux qui peuvent être à l'intérieur, comme dans d'autres secteurs, on a des produits qui sont utilisés juste pour le nettoyage de surface. Fait que là, à ce moment-là, on va aller avec une solution qui est plus concentrée au niveau d'acide hypochloreux. Mhm. Fait que c'est vraiment adapté pour chaque secteur, si vous comprenez bien. Oui. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est un produit qu'on peut appliquer n'importe où. Pas besoin de masque. Ça nuit pas à la santé nullement. Mhm. Fait que c'est très, excusez-moi l'expression, user-friendly, là, Oui. si on peut dire ça de cette manière-là. Donc là, ici, on est vraiment dans une idée très circulaire, donc de produire d'une part du biométhane à partir de matières littéralement dévalorisées. Ensuite, on a un assainisseur qui est tout simplement de l'eau et du sel, des ressources qui sont assez abondantes aussi. Est-ce qu'on en a d'autres des produits comme ça au bout des doigts qui sont un peu insoupçonnés? C'est sûr, il y a d'autres idées qui sont sur la table de dessin, si on peut dire ça de même. Mais le défi, c'est toujours l'amener à notre climat ici. Ouais. Il y a des fois des embûches environnementales, il y a des embûches, comment je dirais ça, structurelles plus Administrative quasiment. administratives aussi, oui, si je peux dire ça de cette manière-là. Fait que ça amène quand même son lot de difficultés. Et puis, on ne veut pas. Il faut avoir une certaine rentabilité aussi dans tous ces projets-là. Fait que le but, c'est de commencer à petite échelle, voir si ça. Ouais. Si ça peut créer une embûche. Fait que je donne un exemple. Mettons, ce qui serait intéressant, que j'aurais une culture plus renouvelable.
un peu. Mettons, je donne un exemple. On fait, depuis quelques années, on pratique le semi-direct. Ça veut dire qu'on ne travaille plus le sol, on ne laboure plus. Ça amène son lot de défis. OK. Par contre, ce serait intéressant d'avoir des plantes, encore d'autres plantes de production de semences qui s'auto-renouvellent, OK. si on veut. Ouais. Mais je pense que ça pourrait être une avenue très intéressante pour plusieurs producteurs. Mm-hmm. Mais somme-là, on est encore très loin de pouvoir réaliser cette affaire-là. Fait que c'est encore là, on puise dans les réserves des anciennes cultures qui étaient déjà faites, qui, je pense, qui méritent d'être repris ou représentés à l'avant-plan aux consommateurs. Là. Vous avez glissé le mot de rentabilité. Des fois, il faut penser peut-être un petit peu plus à long terme, parce que si on regarde, par exemple, tout ce que l'exploitation des combustibles fossiles a amené comme conséquence, il y a quand même un consensus scientifique sur le réchauffement climatique qui a une incidence directe des combustibles fossiles. Ouais. Si on fait du gaz naturel à partir de matière qui est résiduelle, de matière qui est non extraite, oui, il y a un coût plus élevé à la base, mais peut-être que le coût à long terme va être moindre. On n'a pas de nettoyage de puits à faire. Non, mais je suis entièrement d'accord, mais dans l'agriculture, souvent, c'est tout à long terme. Mm-hmm. Ça crée une énorme pression, pareil, parce qu'on prend une décision aujourd'hui, on met quelque chose en place aujourd'hui, mais c'est pas demain que je vais retrouver mes sous que j'ai investis là-dedans. Ouais. Fait que oui, notre secteur, on est très habitué de ce niveau-là, mais assez qu'on devient quand même un peu prudent à un certain niveau. Il faut vraiment s'assurer que si on prend une décision, allez, aujourd'hui, mettons, je donne l'exemple qu'on a pris la décision d'aller vers du semi-direct. Ouais. On savait très bien qu'on a une transition de 3 à 5 ans à vivre, que ce ne sera pas rose, là, qu'on n'aura pas des scores des rendements au à niveau finir, de fou. Fait que ça, c'est un très gros défi qu'on a. Puis ça fait en sorte que beaucoup de gens aussi, on peut faire référence à d'autres industries aussi, c'est pas juste l'agriculture, en effet, qui prennent pas le pas, qui vont pas à l'avant parce que ils jugent que c'est trop de risques. Ouais. Fait que pour revenir au biométhane, mais ce qui était bien, on a réussi à avoir un support gouvernemental. Fait que ça donne un coup de pouce. Au moins, on a d'autres membres qui participent à nos projets parce que c'est une valorisation commune qu'on crée de ce côté-là. Tout le monde peut tirer bénéfice, ainsi de suite. Mm-hmm. Fait que je vous dirais, quand on prend en charge un projet nous autres mêmes, c'est encore un plus gros défi de taille. Ouais. Parce qu'on est tout seul à le supporter. Effectivement. De ce côté-là. Puis je suis pas ici pour demander des sous à quiconque au niveau gouvernement, là, loin de là, mais je veux juste mettre en perspective des fois comment c'est pas facile pour entamer des nouvelles directions. Là. Ouais. Mais une fois que c'est implanté... Mais une fois que c'est implanté, oui, c'est ça. Puis si ça marche pas, mais regarde, on tourne la page, on assume. Ouais. Ça, prendre des risques puis avancer dans la vie. Donc là, automne 2020, le déconfinement est amorcé. Pour vous, ça se traduit par quoi pour vos nombreux projets, ce déconfinement-là? C'est ça, pour les nombreux projets, il y a eu des frais additionnels qui se sont additionnés au coût. Mm-hmm. C'est sûr, mettons, vous prenez l'exemple de notre projet commun qu'on a avec notre coop Agri-Énergie de Warwick, mais il y a des installations sanitaires qui ont été mises en place, fait que ça engendre des coûts. Ouais. Au niveau de l'entreprise laitière ici, Grand Culture, l'impact était moindre quand même, parce qu'on est une petite équipe, puis tout le monde prend ses précautions. Avec ce côté-là, j'ai moins senti la pression. Par contre, au niveau approvisionnement de nos ressources, souvent il y a des délais qui sont, on peut quasiment dire, phénoménal en termes de durée, là, qu'on n'avait pas auparavant. Fait que ça change un peu la manière qu'on gère dans le futur. Mm-hmm. Je vous dirais, donner un exemple simple, il y a plusieurs pièces maintenant qu'on reprend en inventaire, qu'on n'avait pas besoin de l'avoir en inventaire au préalable. Ouais.
À cette heure, on crée nos propres inventaires pour être sûr que si jamais un bris, on l'a en stock. Oui, c'est ça. Ça prend ces ajustements-là. Exact. Maintenant. Ça prend des ajustements de même. Mais au point de vue gestion personnelle, ça se déroule très bien. Là. Mm-hmm. Puis au niveau d'environnisme, il y a beaucoup d'affaires qui se font à distance. Il y a beaucoup moins de rencontres vis-à-vis des personnes. Fait que ça change un peu la dynamique aussi. C'est ça, je pense qu'il faut être flexible là-dedans. Puis faire face à la nouvelle situation. Mm-hmm. Excellent. Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2021? La stabilité. La stabilité? La stabilité. Parfait. Bon, ben, on vous souhaite un 2021 stable, un 2020 en croissance, 2021 stable. Ouais. Puis on part avec ça. Excellent. Ben, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Plaisir. Je pense que la machinerie est repartie. Là. Je pense que. Ouais, là. Ils vous appellent. Là. Je pense qu'il y a un petit. Ah, ils disent que. Ours! Venez nous superviser! Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit Frédéric Flibot, gérant chez Long McQuaid de Victoriaville. À la semaine prochaine. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.